d'une drogue que j'ai inventée dans l'histoire et qui permettrait de voir la vérité cachée derrière les événements officiels. Du moins, c'est ce que croient les consommateurs. Donc, vous en prenez un peu, alors là, vous croyez à toutes les théories du complot qui existent dans le monde. Donc vous avez compris, ce livre qui est très atypique, il est à la première personne, il est très drôle et sur le fond, pas très drôle, il est surtout, encore une fois, plein de réflexions et il aborde le thème, évidemment, du complotisme, de la paranoïa et éventuellement même de la violence qui peut accompagner ce complotisme et cette paranoïa. Et cet ouvrage est à la première personne. Pourquoi la première personne? D'ailleurs, on ne connaît pas très bien l'identité du narrateur. Alors pourquoi la première personne? Parce que je pense que c'était intéressant de rentrer dans la psychologie d'un personnage qui lui-même est paranoïaque, mais qui croit à des théories, c'est-à-dire une persécution personnelle. Et en fait, il raconte lui-même ses rencontres qu'il fait avec ses amis qui sont complotistes, certains, et cette enquête qu'il mène lui-même. Donc je trouvais que la première personne menait à avoir quelque chose, un rapport plus intime avec le sujet de la paranoïa que si c'était à la troisième personne. Alors évidemment, vous comprenez que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que dans la mesure où il est à la première personne, on ne sait jamais si le personnage est totalement raisonnable ou si les événements sont vus par le prisme, je dirais, de sa propre paranoïa. Et de ce fait, les portraits qu'il fait des complotistes est assez savoureux parce que est-ce qu'ils sont comme cela ou est-ce que c'est lui qui les voit comme cela? Telle est la question. Alors oui, c'est vrai qu'il y a cette question-là. Alors c'est vrai que la paranoïa personnelle du personnage lui fait parfois... Alors à un moment, un de ses amis complotistes lui dit « Mais tu es une sorte de Jeanne d'Arc de l'anti-complotisme. » Enfin, il y a une question comme ça. On se demande en effet si c'est lui qui délire ou si ça se passe vraiment comme ça. Moi, je pense que ça se passe vraiment comme ça dans l'histoire. Alors c'est vrai que c'est un roman aussi qui est burlesque, qui est outrancier, donc il y a une exagération, mais finalement la réalité dans cette histoire dépasse la fiction dans mon histoire, ça c'est vrai. J'ai dû édulcorer la réalité de certaines psychologies qui ont inspiré ce livre pour pouvoir la rendre vraie, alors qu'elle apparaît comme burlesque. Oui, effectivement, dans le livre, vous aurez le plaisir de chercher ce qu'on appelle les clés. Vous savez, souvent, ce qu'on appelle les clés, ce sont les personnages réels qui ont inspiré les personnages du roman. Alors, il y a un personnage que vous identifierez tout de suite, puisqu'il s'appelle... Rappelons-le. Alors, il y en a plusieurs. Celui qu'on identifie le plus possible, c'est oui, Don Divin. Oui, Don Divin, Mandanda, oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y en a qui sont plus ou moins Don faciles. Divin, Dieudonné, vous avez compris, je pense. Oui, hein, oui. Voilà. C'est exactement le même prénom en réalité. Voilà. Ouais. Alors, pourquoi j'insiste sur Don Divin? Parce que tout simplement, vous montrez que derrière le complotisme, derrière la paranoïa ambiante, que ce soit une paranoïa personnelle ou une paranoïa collective, se cache un monstre bien plus inquiétant, qui est l'antisémitisme. Oui, c'est une question, c'est vrai, dans ce roman, on voit que quel que soit le point de départ d'une discussion de ces personnages complotistes, ils en viennent à cette question du juif. Quel que soit le point de départ, c'est comme s'ils avaient un entonnoir incrusté dans la tête et qui faisait qu'on en vient toujours à ce point-là, au complot sioniste ou alors... au protocole des sages de Sion qui inspire cette question. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer dans la psychologie de ces complotistes que j'ai pu rencontrer dans la vraie vie. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est le protocole des sages de Sion? Parce que je crois que tout le monde ne le sait pas. Alors oui, c'est un faux qui a été créé en Russie au début du XXe siècle et qui est l'histoire d'un plan de domination juive sur le monde. Alors là, c'est plutôt capitaliste, disons. Et voilà, en gros, c'est un document qui est utilisé, donc qui est un faux, on l'a prouvé plusieurs fois, mais qui a été utilisé selon les générations comme un vrai document qui prouve le complot juif dans le monde et qui est, voilà, c'est un classique de la littérature anti-juive. Oui. Alors, votre livre est très très riche puisque nous l'avons vu, il parle de problèmes contemporains, mais en même temps, il se livre à une véritable réflexion sur le thème de l'écriture et en particulier le personnage principal qui dit je a un ami qui s'appelle Pierre et qui est en quelque sorte son double. Alors, je écris sur Pierre, Pierre écrit sur le diable, mais finalement, est-ce que c'est pas une mise en abîme du travail de l'écrivain que vous opérez là?
Bien sûr, oui, oui, c'est une mise en abîme du travail de l'écrivain. Il y a une réflexion sur l'écriture tout au long du livre. Alors, s'il commence par cette documentation qui n'en finit plus, il est tout le temps en train de mettre des... voilà, prendre des notes dans ce livre-là. Et puis, il y a le livre de Pierre qui arrive. Et c'est vrai qu'il y a un parallélisme que vous avez relevé. En fait, c'est le double du personnage. C'est exactement ça, vous avez relevé. Mais il y a une réflexion sur l'écriture qui en vient, par exemple... Le personnage se demande s'il doit goûter à cette substance qui est l'illuminatine pour pouvoir être légitime à écrire dessus. Donc lui-même qui est paranoïaque, s'il la goûte, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir vraiment? Parce que c'est comme s'il était tombé dans le chaudron quand il était petit, pour reprendre la potion magique. Et oui, la question est de savoir si on doit utiliser les substances illicites pour pouvoir créer. Ça, oui, c'est une des questions. Mais c'est plutôt, est-ce qu'il doit cela, l'avoir éprouvé pour pouvoir écrire dessus? Est-ce qu'on doit avoir vécu les choses sur lesquelles on écrit? Est-ce qu'on doit parler au nom d'une expérience forcément, ou on peut ne pas avoir vécu la chose? Oui. Donc, et est-ce qu'il va la consommer ou pas? Ça, on verra. Et en plus, vous allez dans une autre direction qui consiste à dire qu'un écrivain est quelqu'un qui utilise les autres un peu comme il regarderait des insectes, un petit peu comme il les vampiriserait en quelque sorte. Ah oui, 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 il y a cette question-là. Oui, c'est vrai que, alors au début, ils ne le savent pas, qu'il écrit un livre sur eux. À un moment, il le dit, il s'énerve parce qu'il sort des énormités. Enfin, je vais tous vous épingler dans mon livre. Et c'est vrai qu'il le dit là-dessus. Il y a quelque chose comme ça, mais en même temps, il culpabilise parce que ce sont des amis pour qui il a une amitié sincère. Ils pensent pas comme lui. Ils ont même des idées négationnistes. Et lui-même, personnellement, vu son histoire familiale, c'est quelque chose qui le touche. Mais son amitié va au-delà de ça. Et en même temps, il y a cette culpabilité du fait de les épingler, évidemment, ouais, c'est ça le travail, c'est quelque chose qui le travaille, oui. Ouais. Alors vous voyez, à travers ce livre, finalement, on va croiser toutes sortes de personnages qui incarnent des phénomènes contemporains. Donc on a vu le complotisme, on a vu la paranoïa, mais il y a aussi le survivalisme, et puis les antispécistes, oui, et oui, puis, oui, je dirais, ceux qui prévoient une sorte de révolution presque d'extrême droite, voire nazie. Tout ceci crée un monde tout à fait étrange. Apocalyptique, un petit peu. Oui, c'est cela. C'est votre vision du monde? Non. Enfin, oui, c'est exacerbé. C'est-à-dire que, oui, j'ai voulu montrer encore plus où on pouvait aller. Alors, j'ai pas voulu écrire une dystopie. C'est vrai que c'est pas un mot qui m'est venu en tête quand j'ai écrit la chose. Je me suis dit que j'allais écrire sur l'époque, j'allais montrer les névroses contemporaines et vouloir vraiment par l'humour faire comprendre certaines choses par l'humour. Mais en fait, quand j'ai présenté le texte, on m'a dit c'est une dystopie. Ça. Non, j'ai pas voulu écrire une dystopie. Et on m'a dit si, c'est une dystopie. Bon, si vous voulez, c'est une dystopie. Vous verrez bien si. Oui, c'est un ouvrage qui nécessite, je dirais, une grande réflexion, alors qu'il y a un énorme plaisir de lecture à vous suivre. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'humour, et comme vous le dites vous-même, vous êtes finalement un enfant de l'absurde en quelque sorte. Ah oui, ça c'est certain. C'est mon médium. C'est par là que la chose passe. Le roman est fondé sur l'ironie. C'est vraiment l'ironie qui caractérise, c'est la langue ironique. C'est quelque chose... moi, j'ai été inspiré par Rabelais autant que par Kafka. Et voilà, c'est vraiment Rabelais, l'humour rabelaisien qui me plaît. Et d'ailleurs, je crois que le mot ironie s'accorde parfaitement à votre livre, puisqu'il y a l'humour derrière le mot ironie, mais il y a aussi la notion d'interrogation. L'ironie, c'est aussi... étymologiquement en grec, quelque chose qui nous pose question. Et je crois que vous posez beaucoup de questions sur notre monde contemporain, tout en donnant un énorme plaisir de lecture à votre lecteur. Alors, malheureusement, le temps court, mais est-ce que vous êtes d'accord pour nous lire un tout petit passage sur l'illuminatine ou pas? Oui, bien sûr. Alors, je me permets de vous tendre le livre à la page 72-73, je crois. C'est ça, 72. Oui, alors 73. Oui, c'est là où voilà. Cette substance est définie, on la croise pour la première fois. Il se trouve dans un bunker avec des survivalistes au 7e étage en dessous. Alors c'est un bunker qui est prévu pour vivre en autarcie pendant des semaines. Et là, à ce moment-là, donc lui, il l'a déjà vu, mais dans le livre, c'est la première fois qu'elle apparaît. Alors, cette substance illicite était composée d'une molécule de THC modifiée de manière à décupler son effet psychédélique et à perturber davantage la capacité à dissocier le banal de l'exceptionnel, mais aussi d'extraits de morphine pour atténuer l'effet d'anxiété du cannabis et surtout d'une troisième composante essentielle, la phylactine, dont le secret de fabrication demeure inviolé. Celle-ci avait la particularité de, je cite entre guillemets, donc, rendre plus clairvoyant et de faire saillir dans l'esprit du consommateur la vérité cachée,
le dessous des événements visibles en exacerbant la vigilance du troisième œil, jusqu'à renverser tous les narratifs sur lesquels repose la société. Donc, on nous ment, mais moi, je sais tout. En substance, c'est cela. Pouvez-vous nous rappeler à quel stand vous vous trouvez, s'il vous plaît? Alors, le stand A013, qui est au fond. Vous éprouverez un grand plaisir de lecture. Merci, Simon Batolila. Merci beaucoup.